malheureusement, c'est vrai que l'exigence, on voit tout de suite la baguette. Mais c'est peut-être un peu vrai parce que l'exigence requiert beaucoup de discipline, de respecter certaines règles. L'exigence, c'est une grande, grande discipline surtout, donc c'est beaucoup de rigueur également. Et c'est quelque chose qui ne vient pas spontanément. On ne naît pas forcément comme ça s'apprend. Exigence et excellence, finalement, sont vraiment les deux qualités requises pour réussir pour moi dans un milieu professionnel. Bonjour à tous et bienvenue dans Skills. L'exigence, on en parle souvent comme d'un frein à la créativité, mais chez certains, elle en devient la condition. Mon invitée d'aujourd'hui, Carole Benaroya, en est la preuve. Ancienne banquière, devenue cofondatrice de la marque de cachemire Kuchten, donc qui réinvente le cachemire avec des couleurs, de l'audace. Comment vas-tu, Carole ? Ça va très bien, Nadia. Merci de me recevoir. Est-ce que je t'ai bien présenté ? Le mot exigeant, je pense que ça me représente pas mal, effectivement. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu choisir un skill pour cet épisode, parce que le but de ce skill, c'est justement se dire, c'est un épisode, un invité, un skill. Et j'ai choisi l'exigence créative. Parce qu'on pense souvent que la créativité, c'est la liberté et que l'exigence, c'est la contrainte. Alors, ce qui nous intéresse, c'est justement comment l'exigence, on peut la mettre au service de la créativité. Si je te dis le mot exigence, quelle image te vient spontanément ? Alors, malheureusement, c'est vrai que l'exigence, on voit tout de suite la baguette. Mais c'est peut-être un peu vrai parce que l'exigence requiert beaucoup de discipline, de respecter certaines règles. Alors, tu parles de créativité, bien évidemment, on peut sortir des sentiers battus, mais l'exigence, c'est une grande, grande discipline surtout, donc c'est beaucoup de rigueur également, et c'est quelque chose qui ne vient pas spontanément, on ne naît pas forcément comme ça s'apprend. Moi, je l'ai appris en tout cas dans mon parcours professionnel quand je travaillais en banque d'investissement. Donc, tu étais chez Goldman Sachs, exactement. C'est ça ? J'étais chez Goldman Sachs où il y a une exigence envers soi-même et envers les collègues, envers les employés qui est extrême parce que justement, on s'occupe de clients très importants qui ont eux-mêmes cette exigence. Donc, on s'astreint à une certaine discipline pour être toujours le meilleur, pour avoir toujours la meilleure réponse pour le client, pour les servir au mieux. Donc, exigence et excellence, finalement, sont vraiment les deux qualités requises pour réussir pour moi dans un milieu professionnel. Quand tu dis tu l'as appris dans la finance, c'est quoi exactement ? C'est une exigence relationnelle ? C'est une exigence, une discipline de temps de travail, d'être à l'écoute ? C'est quoi exactement pour toi l'exigence que tu as apprise en salle des marchés, tu étais, Alors voilà, exactement. L'exigence en salle de marché, c'est la ponctualité, évidemment. Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui sont ponctuels. Et alors moi, je suis d'une ponctualité... On l'a remarqué, elle est arrivée 5 minutes avant. Exactement. Moi, je suis tout le temps ponctuelle et j'ai vraiment du mal avec les gens qui ne le sont pas. Parce que, encore une fois, c'est de la politesse pour moi. Parce que le temps... Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est... si une personne prend le temps d'être là à l'heure pour un rendez-vous, etc., tu dois respecter finalement l'organisation que cette personne a pris. Donc, je pense que effectivement, tout ce qui est ponctualité, en salle de marché, les marchés ouvrent à une heure très précise. Il faut être prêt avant, il faut avoir imprimé avant, il faut avoir lu les news avant. On ne peut pas arriver un peu, on débarque, etc. Donc, cette exigence, d'avoir préparé finalement son dossier avant, de connaître exactement ce qui s'est passé encore une fois sur les marchés avant pour en parler aux clients, l'exigence, la façon dont on est présenté, la façon dont on parle, le vocabulaire qu'on va employer. Tout ça, finalement, donne une image qui rassure, je pense, la personne en face, qui va rassurer les clients, puisque on est dans des business où on est tous le client de quelqu'un et le fournisseur également. Mais finalement, je pense que le respect qu'on va porter à la personne à qui on s'adresse, si c'est un client en l'occurrence, cette personne va l'apprécier, va d'autant plus vouloir travailler avec vous. Et c'est rassurant. De se dire Exactement. avec elle, au moins, je sais que c'est pris Exactement. en charge. Exactement. Qu'est-ce que tu as gardé de la finance, justement, avec Kuchten et qu'est-ce que tu as dû désapprendre aussi pour entreprendre ? Alors, ce que j'ai gardé, justement, ce côté d'excellence, finalement, et d'exigence. Mais effectivement, quand on travaille dans la mode, on ne peut pas être aussi sharp qu'on l'est dans la finance. Effectivement, on s'adresse à des gens beaucoup plus créatifs, qui ne viennent pas des mêmes milieux, qui n'ont pas fait les écoles de commerce, donc qui ne sont pas formatés de la même façon, effectivement. Ou les équipes de vente, où il y a beaucoup plus d'humains. Parce que finalement, dans la finance, il y a de l'humain, mais ça se perd un peu dans d'autres considérations. Je pense que l'aspect humain chez Kuchten
m'a fait beaucoup apprendre et j'ai dû beaucoup apprendre. Au début, j'étais justement un peu trop stricte, un peu trop sèche dans ma façon de m'exprimer, où finalement j'avais des attentes et quand elles n'étaient pas remplies, je pouvais m'énerver ou tout de suite j'avais tout de suite un a priori sur la personne qui n'avait pas bien fait, etc. Donc oui, j'ai énormément appris finalement sur la façon de gérer l'humain. Donc tu as arrondi un peu ton exigence. Complètement, exactement. Alors j'ai arrondi alors, pas l'excellence, mais effectivement, les exigences, je suis toujours exigeante, mais je le formule différemment, on va dire. Tu as un exemple? Je suis très pointilleuse. Voilà, sur les horaires, je suis très pointilleuse. Donc voilà, par exemple, si les boutiques n'ouvrent pas pile poil à l'heure, même à 5 minutes près, je vais monter au cocotier. Donc effectivement, au début, je pouvais prendre mon téléphone et crier sur la personne, « mais t'es pas là !» Alors, elle me dit « mais le métro, le truc et tout !» Et voilà, effectivement, j'ai essayé de lâcher un petit peu du lest par rapport à toute cette ponctualité. Moi, je suis toujours la première au bureau, donc je dis, mais où sont passés les gens? Alors, c'est vrai qu'en salle de marché, toi, Nadia, tu m'as dit que tu étais aussi, on était là à 6 ou 7 heures du matin, surtout à Londres. À Paris, c'est 9h30, 10h. Donc, effectivement, il faut s'habituer à ces changements de rythme. Il faut s'adapter, oui, complètement. Mais on partait un peu plus tôt quand même à Londres. C'est vrai, et encore. Tu viens aussi, en me documentant bien sûr sur toi, et tu viens aussi d'un milieu où on valorise la réussite et le travail. Donc, si on revient à la petite fille que tu étais, si tu peux nous en reparler, nous dire qui tu étais, quelle est la croyance qui t'a guidée jusqu'à aujourd'hui, que tu retiens en tout cas? C'est vrai que la croyance qui m'a guidée, c'est la méritocratie. C'est vraiment finalement que le monde est juste, qui malheureusement ne l'est pas toujours, mais en tout cas dans le monde du travail, que quand on travaille, quand on connaît bien les choses, quand on fait une belle présentation, on est récompensé finalement pour ça. Et c'est vrai que effectivement, quand tu travailles, tu as des bonnes notes, quand tu as des bonnes notes, tu intègres des bonnes écoles, ou en tout cas tu fais les études que tu as envie de faire, les portes s'ouvrent à toi, et si tu fais des bonnes études, tu fais un bon stage, etc. Donc en fait, tu as un cercle vertueux finalement au mérite de ton travail, et que finalement, si quelqu'un ne travaille pas ou va mal faire quelque chose ou va tricher, il ne sera pas récompensé pour ça. Et c'est vrai que j'ai toujours eu effectivement des parents travailleurs, entrepreneurs, qui m'ont donné le goût du travail, qui m'ont... Enfin voilà, j'habitais dans une maison quand j'étais jeune, il y avait une pelouse où quand je voulais avoir un peu d'argent de poche ou quoi, mon père disait va tondre la pelouse, je te donnerai ton argent de poche pour aller au cinéma, etc. Donc c'est vrai que l'argent n'était pas... je viens d'une famille qui avait de l'argent, donc on ne vivait pas dans le besoin ni rien, mais en tout cas, il y avait une vraie valeur de l'argent. D'apprendre la valeur de l'argent. Exactement. Et est-ce que tu peux justement nous raconter maintenant un peu qui tu es, au-delà de ce qu'on sait de toi, de bien sûr la cofondatrice de Kuchten, qui tu es, si tu devais nous dire qui tu es? Alors, je pense que je suis une personne qui est qui a beaucoup de valeurs. Je m'impose souvent d'ailleurs beaucoup d'obligations. C'est lesquelles tes valeurs? Je pense que je suis loyale. Voilà, je suis quelqu'un de confiance. Quand je donne ma parole, en général, je la tiens quasiment tout le temps. Je suis très loyale. Je suis une personne sur qui on peut compter quand il y a même une galère ou quoi. Je vais souvent me mettre des obligations, mais pour rendre le service, etc. Mais encore une fois, c'est indirectement une forme d'exigence, parce que c'est vrai que je vais en attendre également de la part des gens, et j'ai compris qu'on ne donne pas forcément pour recevoir. Mais ça, je l'ai appris sur le tard. Avec le temps, bien sûr. Exactement. Ça, on l'apprend un peu plus tard. On l'apprend vraiment avec le temps. Est-ce que tu as dû déconstruire quelque chose qui vient de ton enfance pour t'autoriser à réussir à ta mère? Je veux dire, voilà, tu as fait des bonnes études, tu as été chez Goldman, qui est quand même la plus belle banque d'investissement, en tout cas une des plus prestigieuses. Et à un certain moment, on va en reparler un peu plus tard, tu te dis, bon, il y a la crise des subprimes, tu vas monter ta boîte. Bien donc, sûr. Est-ce que tu t'es autorisé finalement à déconstruire quelque chose de ton enfance pour t'autoriser à y aller? Ou plutôt non, c'était plutôt, ça s'inscrivait dans la suite logique de ce que tu as connu. Est-ce que tu as eu des parents entrepreneurs ou plutôt... Oui, j'ai eu des parents entrepreneurs. Okay. J'ai eu un père entrepreneur, donc effectivement, ça ne me faisait pas peur. Et un mari entrepreneur, effectivement. Donc, j'étais entourée d'amis entrepreneurs, donc effectivement... Donc tu étais déjà mariée quand tu as lancé Exactement, okay. Oui. J'étais déjà mariée, donc l'entrepreneuriat, c'est plutôt culturel dans la famille, dans les personnes qui m'entourent. Donc, au contraire, j'étais très contente de me sortir du salariat. Parce que justement,
moi, j'aime bien prendre des décisions. Quand j'ai une idée, j'aime bien l'appliquer, etc. Et c'est vrai que finalement, dans le salariat et dans les banques d'affaires, on n'est pas forcément écouté. Il y a une concurrence, alors qui peut être positive, mais qui peut aussi faire vraiment mal. Il y a de la misogynie. Enfin, moi, j'ai vécu quand même tout un tas de choses qui étaient très, très difficiles. Où à un moment, on se dit au moins quand je serai ma propre patronne, si je fais une erreur, ce sera de ma faute. Mais si je fais quelque chose de bien, personne ne viendra me voler finalement mon prestige ou ma réussite. Donc, voilà, le côté... Moi, le salariat, effectivement, les comptes à rendre H24, c'était quelque chose qui me pesait de toute manière, où justement, je n'avais pas cette forme de méritocratie en plus de justice, où je trouvais que tout était toujours injuste. Moi, tous les jours de toute ma vie chez Goldman, j'étais Calimero, c'est trop injuste. Donc, au contraire, me tourner vers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu trouvais injuste? Parce qu'aujourd'hui, tu es quand même au service de tes clients, de tes investisseurs, de tes associés aussi. Bien sûr. Enfin, je veux dire, au service, tu ne peux pas, j'imagine, faire tout ce que tu veux. Tu es toujours obligé de faire, j'imagine, des compromis, prendre des décisions. Je veux dire, qu'est-ce qui te faisait dire là-bas, c'est trop injuste? Aujourd'hui, tu ne te le dis pas. Bien sûr. Parce que déjà, à l'époque, un travail qui était bien fait, par exemple, quelqu'un d'autre allait se l'approprier. Ou quand on était junior, on disait c'est pas toi, c'est moi. Ou quand on avait une idée qu'on trouvait bonne, personne va l'écouter, on va pas la mettre en pratique, etc. Donc c'est plus ce genre de choses finalement où j'en souffrais sur les bonus à la fin d'année. On allait toujours expliquer par A plus B que non, tu méritais pas, etc. Donc ça nourrit une certaine rancœur quand même quand on est salarié. Après, c'est un peu typique de toujours trouver qu'on mérite plus, etc. Mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu personnellement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des comptes à rendre, mais les décisions, c'est quand même moi qui les prends au final. Donc, j'assume si les décisions sont mauvaises. Donc oui, j'ai des comptes à rendre si les décisions sont mauvaises, mais en tout cas, qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient bonnes, je suis quand même décisionnaire en la matière. Donc, j'ai pas une frustration de me dire, moi, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, etc. Et c'est vrai que j'essaye de l'appliquer à toutes mes équipes. Il y a une vraie méritocratie chez Kuchten, chez les vendeurs, dans les équipes, où vraiment, je veille vraiment à savoir qui fait quoi exactement, que les gens soient récompensés pour leur travail, qu'il n'y ait pas de petits chefs. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée et dont je me suis démarquée en étant ma propre chef d'entreprise. Je souris parce que tu te reconnais? Oui, je me reconnais. Je vois un peu de mon histoire puisque moi-même j'ai commencé dans la finance et après j'ai switché et j'ai été aussi dans la mode puisque j'ai travaillé chez LVMH. La question que je me pose, c'est que je me dis, tu parles de j'aime bien prendre mes décisions. Est-ce que depuis toute petite, tu aimes bien poser les règles? Je veux dire, choisir les règles du jeu. Oui, c'est plutôt mon caractère. J'étais toujours plutôt une leader. Donc, effectivement, j'aime bien... je ne suis pas un tyran non plus, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que il y a des gens qui aiment bien se faire guider, finalement, qui n'aiment pas prendre de décision. Tout à fait. Et à un moment, il y a quelqu'un qui doit trancher. Donc, c'est vrai que je suis plutôt la personne qui va trancher, en général. Parce que moi, j'ai une fille qui a 6 ans et je la vois, à chaque fois qu'il y a un jeu, elle prend les règles, elle change les règles du jeu et elle imagine quelque chose de nouveau. Et c'est systématique. Et donc, je me dis, je la vois tout de suite, je la vois pas demain, en fait, travailler en tant que salariée. Donc, pour moi, c'est quelque chose aussi qui vient de l'ordre de l'inné sur vous. Avoir besoin, c'est même pas avoir envie, c'est avoir besoin de prendre des décisions. Qu'est-ce que tu as gardé de la finance aujourd'hui? Dis-nous peut-être, Kuchten, c'est quoi aujourd'hui? Alors, c'est quel chiffre d'affaires, combien de boutiques, où est-ce que vous êtes présent? Alors, Kuchten, donc, c'est 80 millions de chiffre d'affaires. On a à peu près plus de 50 boutiques. Donc, une maison spécialiste du cachemire. Notre mantra, c'est casual luxury. Donc, on est sur du luxe, mais voilà, très cool. On a plus de 200 employés. Et c'est une belle histoire. On peut dire que c'est de l'hypercroissance. Ça fait plus de 10 ans. Vous êtes dans l'hypercroissance, c'est quoi? C'est plus de 30%. Plus de 30% par an, tous les ans. J'ai l'impression que tu es très rationnelle et en même temps très intuitive. L'intuition, est-ce que tu l'as eu à un moment quand tu étais dans la finance, tu t'es dit, bon, je suis plus à ma place. Donc là, je prends la décision de partir. C'est quoi? C'était plutôt une décision rationnelle ou une décision intuitive? C'était intuitif dans la mesure où j'ai voulu monter cette marque, mais c'était rationnel. Je ne l'ai pas fait un matin en me levant de mon lit. Disons que c'est quand même un projet que j'ai mûri, j'ai réfléchi, j'ai fait des business plans. La finance, c'est quand même des métiers où on gagne bien sa vie, etc. Donc, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Exactement. Combien de temps ça a pris entre l'envie, l'idée et l'exécution?
Disons que ça a pris 1 an pour réfléchir au projet. Et en parallèle, tu étais encore chez Goldman? Oui, j'étais dans un hedge fund. Après, j'ai quitté Goldman. Après, j'étais quand même encore j'étais dans la finance. Okay. Exactement. Après, donc, j'ai proposé à Stéphanie de me rejoindre. On a commencé à monter une équipe. Donc, au début, qui est ton amie d'enfance? Exactement. Stéphanie, c'est mon amie d'enfance qui, elle, vient vraiment de la mode, du cachemire. Elle était chef de produit chez Joseph. Donc, elle connaît parfaitement bien la maille, le secteur. Donc, c'est vrai qu'au début, on s'est un peu entouré avec Benjamin également, qui faisait toute la logistique, la supply chain, etc., qui est aussi mon mari et associé. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était plutôt Ben et Steph qui géraient... et ton mari venait aussi de la mode? Du cachemire, exactement. Cachemire. Voilà, exactement. Donc, finalement, j'ai un peu fait une sauce où tout le monde était un peu à sa place et moi, je supervisais toutes les finances, la stratégie, le marketing, mais je n'étais pas au jour le jour dans le business. Donc, ça a duré quand même 2-3 ans où j'étais un peu entre les deux. Mais c'est vrai que depuis 2019, où Kuchten a vraiment pris une place tellement importante dans ma vie et la croissance, etc. Pourquoi 2019 2019, c'est au moment du Covid, il me semble. Non, c'est juste après les Gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tournant? En fait, les Gilets jaunes, ça a été vraiment une période... pour un chef d'entreprise, terrible à gérer, en fait. Surtout que c'était au mois de décembre. C'était les samedis qui sont nos plus grosses journées dans le retail. Et là, je pouvais plus... j'ai vu que je pouvais plus gérer les deux, en fait. Je pouvais plus me consacrer un peu à la finance, un peu à Kuchten. Enfin, voilà. Mon bébé a eu besoin de moi, Kuchten. Je me suis mis à 100% à ce moment-là pour gérer la crise, puis après le Covid et tout. Donc, on a enchaîné quand même des années très, très compliquées dans le retail où... Voilà, je m'y suis consacrée à 100%. Quand tu dis les années compliquées dans le retail, c'est avant 2019? Non, jusqu'en 2019, c'était plutôt bien. C'était plutôt bien. 2018, c'est les Gilets jaunes. Donc, jusqu'en 2018, on était bien. Et après 2018, Gilets jaunes. 2019, il y a eu des grosses grèves. 2020, Covid. 2021, Covid. Alors, 2022, c'était une très bonne année. Mais sauf qu'il y a eu une inflation de malade, donc on a dû augmenter les prix et tout, mais il y a eu le revenge buying à la sortie du Covid. Et après, bon, alors... Tu peux, pour nos auditeurs, c'est quoi quand tu dis... Revenge buying, oui. Ça veut dire qu'à la sortie du Covid, où tout le monde avait un petit peu économisé son argent parce que personne n'était sorti, personne n'était parti en vacances, personne n'avait rien fait. Dès que l'économie a repris, c'est vrai que tout le monde s'est précipité en boutique ou en vacances, etc. Donc, l'année 2022 a été exceptionnelle pour le retail à la sortie du Covid. Mais vraiment, les ventes ont été... c'était du plus 50% par rapport à 2019. C'était énorme. 2019-2020. Et c'est vrai qu'après 23-24, ça s'est normalisé. Mais donc, forcément, il y a eu un ralentissement. Alors, pas chez Kuchten, mais dans le retail en particulier. Et vous, le tournant chez Kuchten, c'est 2012? Ça a été... Non, 2012, c'est la création. C'était tranquille, peinard, pendant 5-6 ans. Franchement, on grossissait bien. Parce qu'on pense toujours que les histoires d'hypercroissance se font du jour au lendemain. Donc, mais c'est important de rappeler que voilà, il y a eu quand même 5-6 ans où c'était tranquille. Exactement. Nous, c'était 5-6 ans tranquille. On se développait. Alors, ça marchait bien, mais c'était pas, entre guillemets, la folie. C'est quoi un tranquille? C'est un chiffre d'affaires de... C'est quoi? Tranquille. Ouais, le chiffre d'affaires a augmenté de 30%, mais sur des petits chiffres d'affaires. D'accord. Donc, quand on passe de 1 à 3, à 6, ou à 5, c'est bien, mais c'est pas comme si on passe de 30 à 45 l'année d'après, à 60 l'année d'après. Donc, ça s'absorbe quand ton chiffre d'affaires passe de 1 à 1,8, etc. Ça, c'est maîtrisable. Donc, on ouvrait 2-3 boutiques par an. Ça marchait très bien, mais on n'était pas dans une lessiveuse, on va dire. À quel moment ça explose? Depuis, en fait... 2019, on était vraiment bien parti. Effectivement, il y a eu le Covid, mais sur le Covid, on a très, très bien marché sur le online. Mais c'est vrai que depuis 2022, là, vraiment, on a un track record, on a un engouement sur la marque, une désirabilité. Alors, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup travaillé sur le positionnement. On s'est mis plus premium. On a ouvert dans des endroits, dans les stations balnéaires, dans les stations de ski, sur des rues luxe. Donc, ça nous a ouvert une nouvelle clientèle. Et comment tu fais justement sur ce positionnement où tu dis, bon, on n'est pas dans le très, très, très luxe, on reste dans un luxe qui est accessible, mais en même temps, on n'est pas non plus une marque accessible. Pour que ça ne soit pas trop flou, C'est quoi votre positionnement? En plus, aujourd'hui, on voit avec la conjoncture actuelle que beaucoup de marques un peu middle tentent à disparaître. Bien sûr. Et qu'on voit un peu cette érosion. Oui. Alors, en fait, moi, j'aime pas trop le terme de luxe accessible. Parce que pour moi, le luxe, c'est pas accessible. Et j'aime pas le mot accessible, en fait. Déjà, c'est quoi le panier moyen? C'est quoi le panier moyen? Alors, nous, notre panier moyen, c'est grosso modo 350 €.
mais c'est un panier moyen qui est impacté par le fait qu'on vende énormément d'accessoires. On vend beaucoup de nos petits foulards hachis, bandanas. Justement, j'en parlais parlais on vend tout à l'heure. beaucoup de gants, de bonnets, etc. Donc, ça va avoir tendance à baisser le panier moyen quand on le voit un petit peu de l'extérieur. Quand on regarde le prix de nos pulls, tout ce qui n'est pas accessoire, on est plutôt dans les 450-500 €. Okay. Donc, nous, on a un positionnement qui est un peu unique, en fait. On est premium. Donc, on va être au-dessus du affordable luxury, comme on dit en anglais, du luxe accessible. Oui. Et on va être finalement un petit peu hybride dans l'univers parce que le cachemire, c'est quand même du luxe, on n'a pas des prix de fou, mais ça reste quand même... on a des emplacements très premium. Donc, c'est vrai que nous, on est un peu juste en dessous du luxe, on va dire. Quand tu dis emplacement premium, donc j'imagine c'est pas Avenue Montaigne, ça c'est le luxe. Exactement. Avenue Premium. On est rue Pierre Charon, par exemple, en face de collé à Kiss. Ouais, en face d'Arige. On vient d'ouvrir à New York, on est sur Madison. Vous avez ouvert ou vous allez ouvrir? On vient d'ouvrir. Vu que c'était l'automne. On vient d'ouvrir il y a 2 semaines. On va être rue Gambetta à Saint-Tropez, donc qui est une super rue, mais c'est pas la place de la Garonne. Donc effectivement, on va jamais être sur l'avenue Montaigne, mais on va toujours être sur la rue. Voilà, exactement. Sur certaines de vos pièces, on est quand même dans du luxe, puisqu'on trouve des pièces à 1 500 €, comme un foulard à 95 €, je crois. Exactement. Parce que je suis cliente Kuchten, donc je connais. Comment vous faites pour garder votre ADN? Parce que vous diversifiez, à la base c'est du cachemire, donc Kuchten, on l'associe à du cachemire, mais pourtant là vous faites des choses différentes, de l'accessoire, des jeans, il me semble. Alors, j'avais vu. C'est une petite ligne le jean, effectivement. C'est une petite ligne, mais comment justement vous faites pour garder l'ADN de Kuchten tout en vous diversifiant un petit peu dans les produits? Alors, en fait, là, tu me parles, Nadia, d'une veste à 1500-1600, ça reste du 100% cachemire, en fait. Okay. Nous, on veut garder cette ADN, on fait du 100% cachemire, à part, effectivement, en été, on va faire des t-shirts en lin ou des jeans, mais dans notre chiffre d'affaires, c'est 10-15% maximum du chiffre d'affaires. Donc, en fait, nous, on a gardé l'ADN du cachemire et surtout, on garde notre ADN de surprendre. Ça veut dire que nous, en fait, il y a un champ des possibles dans le cachemire où on va prendre le vestiaire de la parisienne, ou de la femme, ou peu importe, et on va le décliner en cachemire. On va prendre un manteau, on va le faire en cachemire, un perfecto en cachemire, un jogging en cachemire. Donc, en fait, ça, c'est toute la force, la créativité de notre studio et de Stéphanie, mon amie d'enfance, qui gère toute la partie DA, où finalement, elle va tout... Enfin, voilà, le bandana Hachi où on a fait un carton, elle a détourné finalement le bandana que tout le monde connaît depuis les années 50, mais on l'a fait en cachemire, dans plein de couleurs, avec les petites... franche sur le côté, et ça, c'est notre modèle. Et il y a beaucoup de gens qui... on fait des procès, même en parasitisme et tout, qu'on gagne beaucoup, parce que oui, on va dire, le bandana, t'as pas inventé, mais sur le support cachemire, dans ces couleurs-là, avec notre dessin, avec les petites franges, ça, c'est vraiment notre création. Et donc, on pourrait parler de ça, mais on a même fait des cagoules en cachemire que tout le monde s'arrache également, alors qu'il n'y en avait pas. Donc, en fait, voilà, notre originalité, c'est de sortir des produits en cachemire. Là, on va sortir des casquettes, on va sortir une chapka. On a plein de trucs très sympas pour l'hiver. Donc, voilà, c'est toujours détourner, finalement, quelque chose que tu vas avoir dans ton vestiaire, mais en cachemire. Et ça reste notre ADN d'audace, comme tu disais au début, de surprendre, et toujours dans l'authenticité, dans la qualité. Tu disais que Kuchten, c'est 80 millions, plus de 50 boutiques. Et maintenant, à New York, quand on atteint ce niveau, on court encore après quoi? Plus de reconnaissance, plus de sens, plus de liberté? On court pas vraiment parce que ça nous tombe un peu dessus, en fait. Mais c'est vrai que la reconnaissance, on va pas se mentir, c'est vrai que pour l'ego, quand on voit tout le monde dans la rue porter nos collections, nos petits bandanas ou nos pulls. Ça te fait quoi quand tu vois quelqu'un qui porte je me dis, c'est fou, c'est incroyable en fait, quoi. C'est vrai que moi, je vais au ski, je vais à Megève, par exemple. Je sais pas, il y en a partout. Enfin, c'est ou dans la rue, ou à Paris, ou à l'aéroport, ou je vais partir en voyage. Là, on vient d'ouvrir à New York. On se rend compte qu'on est connu à New York, en fait. Donc, c'est vrai que c'est même pas de l'ego, en fait, c'est un peu ce dont on parlait. En fait, c'est la reconnaissance d'un travail. Voilà, la méritocratie. On a travaillé très dur. Vraiment, c'est pas tombé du ciel. On y a cru, comme je te disais, de 2012-2013. On allait à notre rythme, etc. Donc, on récolte vraiment ce qu'on a semé. Donc, c'est plus une satisfaction de se dire, j'ai bien travaillé. Alors, malheureusement, il y a des gens qui, des fois, travaillent beaucoup, ne récoltent pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent. Qu'est-ce que tu penses justement de ces gens-là? Ça bloque où? Je pense que quand on travaille beaucoup, beaucoup et que ça porte pas ses fruits, il y a peut-être à un moment une obstination
Il faut savoir, voilà, tu étais sur les marchés, moi aussi, il faut savoir couper ses pertes, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut beaucoup travailler, on peut penser qu'on a une bonne idée, insister, remettre de l'argent, investir, mais si à un moment, ça ne paye pas, c'est que c'est juste pas le bon business, c'est juste pas la bonne idée. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'obstiner au-delà une période de temps, quand on voit que ça porte pas ses fruits. Il vous est arrivé justement chez Kuchten de voir, vous essayez un nouveau produit ou prenez une bonne décision, vous vous rendez compte qu'en fait non, il faut changer de... Ah oui, bien sûr. Ça, c'est une de mes forces, encore une fois, de la finance. C'est que moi, je coupe les pertes. Alors, pas du jour au lendemain, mais ça peut être si on ouvre une boutique et on se voit qu'au bout d'un an, finalement, ce n'était pas un bon choix. Ou même si on embauche une personne, il y a beaucoup de gens qui vont, par facilité, laisser des gens moyens ou médiocres ou quoi. Non, nous, on ne va pas garder une personne ou une boutique ou un modèle. Ça t'est déjà arrivé? Il y a déjà eu quelqu'un où c'est un mauvais recrutement où tu t'es dit... Dans la vie d'une entreprise, malheureusement, ça n'arrive pas non plus très souvent et heureusement, mais oui, ça arrive régulièrement, que ce soit sur les équipes de vente, au siège ou quoi. Et puis même la personne peut se rendre compte qu'elle-même ne fit pas pour le boulot. C'est pas forcément de notre fait. Mais effectivement, moi, je prends des décisions. Alors, il y a le côté intuitif dont tu parlais, mais c'est vrai que je vois rapidement si quelque chose va bien se passer ou pas. Donc, pour une boutique, pour un produit, pour une personne... En général, en 2-3 mois, on se fait une idée. Tu es sur le terrain? Tu es très présente? Je suis très présente sur le terrain. Quand tu doutes, parce que tu diriges, donc diriger, c'est douter. Bien sûr. Donc j'imagine qu'il y a des choses qui te font douter encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait encore douter, par exemple, aujourd'hui? Ce qui me fait douter, c'est... en fait, j'ai toujours peur de l'année suivante, en fait. C'est-à-dire que quand on va faire une très bonne année ou une super collection, je vais douter en me disant, mais est-ce que l'année prochaine, on va encore être à la mode? Ou est-ce que les gens vont encore aimer Kuchten? Donc, c'est vrai que j'ai toujours cette peur, finalement, d'être dépassée. Donc, je fais beaucoup de veille concurrentielle. Je vois toujours ce que les autres font. Je suis toujours à la page des autres marques. Donc, j'ai une veille, finalement... 24 heures sur 24. Donc, tu te dis que ça reste, même à ce niveau-là, tu te dis ça reste quand même fragile, il faut toujours... Complètement. Ah oui, je m'endors jamais sur mes lauriers. Et même quand on fait des bons chiffres, ils le savent très bien dans mes équipes, mais c'est-à-dire qu'on a notre réunion du COMEX tous les mardis, on fait des très bons chiffres le week-end. Je vais dire, c'était super et tout. Ah oui, mais alors attention, parce que là, quand même, donc, je vais toujours chercher la petite bête. C'est vrai que c'est un défaut, mais parce que justement, je préfère anticiper. Je pense plus on sait qu'une chose est fragile et plus on y fait attention. Complètement. Quand tu doutes, t'appelles qui en premier? Alors, quand je doute, j'appelle mon mari, qui va toujours me rassurer, parce que je suis très anxieuse, très angoissée. Donc, c'est vrai que mon mari, c'est la pierre angulaire de ma vie. Bon, voilà, ça, c'est une belle preuve d'amour. Voilà. Donc, tu as bâti tout ça avec Stéphanie, qui est ton amie d'enfance. Donc, elle est plutôt sur la partie DA. Tu penses que tu serais la même sans Stéphanie? Alors, moi, probablement, mais Kuchten, c'est sûr que non, en revanche. Donc... Kuchten ne serait pas Kuchten sans Stéphanie, ça c'est sûr et certain. Dans la finance, c'était dur? Tu as frôlé le burn-out? C'était très dur dans la finance. J'ai même fait un petit burn-out, mais à l'époque, on ne l'employait pas encore trop, et puis j'étais pas au stade genre arrêtera, etc. Mais oui, c'était la finance, c'était... J'en suis encore traumatisée quand j'y pense. Je peux avoir les larmes aux yeux quand j'évoque certains épisodes de ma vie. C'était très dur. Est-ce que tu as su trouver aujourd'hui un équilibre entre justement exigence et bien-être? Parce qu'on vient, je pense que toi et moi, on vient de la génération où c'était le travail avant tout. Bien moi, sûr. J'ai le souvenir quand on venait au travail, sa vie perso, ça restait à la maison, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Même pour nous, c'est même devenu has-been de séparer les deux. Est-ce que tu as su trouver, toi, un équilibre entre ton exigence, parce que l'exigence, elle est importante et tu la cultives, et ton bien-être? Je pense que oui, effectivement, ça m'a pris du temps, mais écoute, j'ai 4 enfants, donc qui me prennent pas mal de mon temps quand je suis pas au travail. Effectivement, j'aime bien voyager avec eux, faire des découvertes, donc je m'astreins finalement du bien-être, même si évidemment Kuchten et n'importe quel entrepreneur et chef d'entreprise le dirait, ça fait partie de mon quotidien 24 heures sur 24. C'est ton enfant aussi, voilà. C'est ton 5e enfant. Exactement, comme on dit le matin, comme disait Sarko, j'y pense tous les matins en me rasant.
J'y pense tous les matins en me brossant les dents, on va dire. Donc oui, bien évidemment, c'est très important, mais je suis plus workaholic, comme on disait à l'époque. Comme à l'époque. Voilà. Quels sont tes garde-fous, justement, pour aujourd'hui pas exploser en vol? Parce que tu disais, cette hyper-croissance, tu l'as pas pensée. Donc, on va pas dire que tu l'as subie. Elle est arrivée, tu t'y attendais Bien pas. sûr. Quels sont tes garde-fous pour pas exploser? Alors moi, j'ai pas mal de passe-temps, mais j'en ai un notamment que j'adore, c'est que moi, j'adore jouer aux cartes. Moi, je joue au rami tous les dimanches avec mes copines. Donc, j'ai 4 heures le dimanche où vraiment je fais... alors, j'éteins le téléphone, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de cuche-tête. C'est ton moment de méditation. C'est mon moment, exactement. C'est le moment que j'aime. Après, je fais du sport, je fais plein de choses, j'aime bien lire. Donc, j'ai quand même des petits garde-fous, comme tu dis, pour me changer les idées. Tu as le droit de te tromper sur tout, sauf sur quoi? Alors, moi, comme je suis exigeante, j'aime pas me tromper. mais ça m'arrive, effectivement. Je pense qu'on a le droit de se tromper sur tout. Enfin, Après, on essaye de ne pas se tromper sur l'éducation des enfants, mais je pense que je me suis malheureusement beaucoup trompée. Donc voilà, on fait au mieux, en tout cas. Quand tu dis beaucoup trompée, c'est-à-dire? Non, parce que justement, moi, mes enfants, j'ai eu beaucoup d'exigences scolaires, notamment sur ma première paire de jumeaux, mes 2 fils. Tu as 2 fils, j'ai 2 fils et après un garçon et une fille. J'ai 2 paires de jumeaux. 2 paires de jumeaux. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'ils ont bien essuyé les plâtres à l'époque. Notre génération, comme tu dis, il fallait qu'ils fassent le cours de piano, le cours d'anglais, le cours de trucs, nanana. Donc voilà, j'aurais aimé avoir des petits génies. Alors, ils sont top. Mais c'est pas des génies scolaires, mais ils ont plein de qualités. Mais c'est vrai que si j'avais compris ça plus tôt, je me serais évité des années de hurlements, de punitions ou moins de pression. De pression, voilà. Je leur ai mis une vraie pression, les pauvres, ça, je le reconnais. Je me suis vraiment trompée là-dessus. Projet américain, on y revient. Bien donc, sûr. vous venez d'ouvrir votre boutique. Donc, c'est un 200 mètres carrés, il me semble, Exactement. sur Madison Avenue. Donc, c'est votre premier flagship à New York. C'est un rêve ou un test grandeur nature? Alors, c'est un test grandeur nature parce que les rêves, c'est très dangereux. Encore une fois, j'avais l'intuition de devoir aller aux États-Unis, mais pareil, on a énormément travaillé le projet. Parce que vous avez aussi une clientèle américaine. Exactement. En fait, on avait détecté qu'online, on vendait beaucoup aux États-Unis. On avait détecté que dans nos détax, dans les boutiques touristiques, on faisait beaucoup de détax aux Américaines. Donc, effectivement, on sentait cette désirabilité de Kuchten aux États-Unis. Donc voilà, on a énormément travaillé pour trouver le bon emplacement. Ben, qui s'occupe du développement, il est allé plusieurs fois à New York. Est-ce qu'on va à Soho? Est-ce qu'on va à Upper East? On hésitait. Alors tout le monde donnait son avis, etc. Donc on a vraiment réfléchi longtemps. On s'est entouré de brokers. On a pris des conseils. Et quand le projet il a été mûri, que vraiment d'un point de vue trésorerie, j'ai fait mon business plan, je savais que j'étais prête à perdre temps, etc. On a lancé le projet. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans ce lancement? Alors, ce qui m'inquiète, en fait, la distance, elle est très difficile parce qu'on n'a pas les équipes sur place. Comme je te disais, on est beaucoup sur le terrain. Là, ils sont un peu en roue libre. Donc, on ne connaît pas les vendeurs, on connaît pas, il y a le décalage horaire, on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas contrôler le merch. On ne sait pas s'il ouvre à l'heure, par exemple. On ne sait pas s'il ouvre à l'heure, exactement. On ne sait pas s'il ferme à l'heure. On ne sait pas si la réserve elle est bien rangée. On ne sait pas comment. Donc, c'est vrai on doit vraiment faire confiance. En fait, la distance, c'est là où on voit que l'exécution, elle est difficile quand on n'est pas sur place. Donc, effectivement, si on en ouvre une deuxième, si la première se passe bien, je pense qu'il faudra quand même avoir quelqu'un sur place, un directeur de zone, pour superviser ça. Mais c'est vrai que là, on a un peu une confiance aveugle. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais il faut vraiment accepter de déléguer, d'avoir confiance et justement de ne pas être sur la tête pour vérifier que tout est parfait, parce qu'à mon avis, ça ne l'est pas. Avec les droits de douane, Kuchten, c'est quoi? C'est du made in... Alors, on a 2 fabrications, Mongolie et Chine. On a les Mongolie 2. et Chine. Donc, c'est quand on... Je me rappelle mieux, il y a écrit quoi? Made in... Made in China ou Made in Mongolia. Ok. Exactement. Comment ça se passe avec les droits de douane? Ça a été, ça nous a fait peur quand on a ouvert la boutique, mais pour autant, on n'a pas changé notre trajectoire. On aurait pu. Les prix restent les mêmes? Non. En fait, les droits de douane sur la Mongolie sont de 15% et sur la Chine de 30%. Donc, on a coupé, comme c'est grosso modo 50-50 notre production, on a mis 20% de plus sur nos prix. Donc, c'est beaucoup plus cher aux États-Unis. Alors, de toute manière, on avait décidé d'augmenter les prix parce que les coûts là-bas sont faramineux, les loyers, les salaires, etc. Donc, c'est vrai qu'on est c'est presque 2 fois plus cher à New York qu'à Paris.
Ok. En parlant de recrutement et de formation, tu disais tout à l'heure que Kujten donc compte, tu m'as dit 200 collaborateurs, un peu plus, 200, que 50 points de vente. Exactement. Qu'est-ce que tu cherches avant tout chez quelqu'un? C'est une compétence, un état d'esprit? Alors, l'état d'esprit est très important. Moi, j'aime que nos collaborateurs soient engagés, qu'ils aiment la marque. Donc ça aussi, ça vient pareil de mes années en finance où il y avait un esprit de corps un peu où moi, par exemple, je suis dauphinoise, on a solidarité. Donc moi, j'aime que nos employés, déjà, ils aiment la marque. Ils adhèrent au projet Kujten, ils aiment l'ADN Kujten. Encore une fois, on est cool, on est sympa, on est authentique, on vend du cachemire. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Tu as déjà recadré quelqu'un, justement, qui incarnait pas cet esprit-là? En fait, ça se voit tout de suite. Honnêtement, en fait, ceux qui jouent pas collectif, enfin voilà, on va faire une fois, 2 fois, on va faire des team building, des karaokés, des summer parties de machin. Bon, tu les vois tout de suite, ceux qui ont pas envie, qui font leurs heures et tout. C'est pas dire que c'est des mauvais professionnels, hein, on s'en sépare pas forcément, mais ça me déçoit en fait. Parce que moi, j'anime quand même, on est animé d'une passion, nous les fondateurs, qu'on a vraiment réussi à transmettre à beaucoup de nos équipes. Et quand il y en a un qui joue pas tellement le jeu, ça se voit parce qu'en fait, il est pas... voilà, nous, on veut que les équipes, elles soient vraiment animées de l'ADN Kujten. Donc déjà, un esprit d'équipe. Après, voilà, la loyauté... la ponctualité, les choses qu'on attend. Voilà, des valeurs. Tes valeurs qui sont les valeurs de Kujten. Exactement. Quelle est la question? J'imagine que tu ne fais pas passer tous les entretiens d'embauche, mais parmi celles que tu fais, quelle est la question que tu poses toujours? Alors moi, je suis pas tellement dans ce truc. J'avoue que j'ai pas la question quel est votre défaut et qu'on va te sortir un compliment qui a un défaut et tout. Enfin, les trucs de l'époque. Oui. Je suis très perfectionniste. Donc non. Donc c'est vrai que j'ai pas ma question type. En fait, moi, voilà, les entretiens, c'est vraiment à l'intuition. Moi déjà, j'aime les gens qui sont souriants. Alors moi, les gens qui font la gueule, c'est pas possible. Donc moi, je pense positif, tu veux dire. Voilà, positif, Okay. souriant. Voilà, un petit peu animé de quelque chose, quoi. Mais quel que soit le poste, hein, je pense qu'on peut être souriant et heureux de faire son travail. Donc moi, c'est plus l'envie qui va compter que, qu'un CV bien truc, avec les questions un peu bateau où le candidat va savoir répondre. Mais de toute façon, les personnes que tu as en entretien, c'est pour des postes assez opérationnels, oui, seniors. Complètement. Donc aujourd'hui, tu te bases plus sur un CV. Voilà, je me base sur l'expérience précédente. Oui. Okay. Non, mais la scolarité, ils ont eu leur bac en je sais pas quelle année, effectivement, je vais pas regarder ça. En parlant d'expérience client, est-ce que tu te souviens d'un moment précis où tu t'es dit, c'est ça exactement Kujten? Écoute, je me souviens pas d'un moment vraiment précis, mais c'est vrai que quand je vais dans des hôtels, moi, encore une fois, j'aime beaucoup voyager. Et c'est vrai que j'aime bien aller dans les beaux hôtels. Et j'adore, en fait, moi, un de mes fils fait l'EHL, l'école hôtelière à Lausanne. Et en fait, j'adore les codes de l'hôtellerie de luxe. C'est-à-dire, c'est vraiment l'excellence, la rigueur, le service client, plus. Et c'est vrai que... quand je vais, au cours des 10 dernières années, quand je vais dans les hôtels où il y a un service client tellement poussé à l'extrême, que ce soit du luxe ou pas, on n'est pas obligé d'être dans un hôtel de luxe pour être bien reçu. Mais voilà, cette excellence, cette exigence, la politesse, la façon dont ils s'expriment, les petites attentions, tout ça, en fait, les codes de l'hôtellerie de luxe, moi, j'aimerais les remettre en fait dans Kujten. Ça veut dire que Kujten, c'est une marque premium et qui donnerait un service, une expérience client complètement luxe d'un palace. Quoi. Voilà, exactement. Alors justement, si on revient, c'était pas la question que j'avais prévue, mais si on revient au management des générations, donc j'imagine performance, hein, on va pas se mentir, hein, bien sûr. On cherche la performance dans un contexte aussi, une conjoncture très concurrentielle. Donc nous, on vient des générations travail égal à moteur. La nouvelle génération, elle est plus dans un équilibre sans jugement, dans un équilibre pro-perso, sens, flexibilité. Est-ce que, comment tu fais justement parce que quand on dit on est une marque premium, mais en même temps on donne une expérience client d'un palace, c'est très exigeant. Est-ce que tu as dû adapter ton management avec ce changement aussi culturel ? Je te sais pourquoi je te pose la question, parce que moi, ça revient dans mes coachings. Bien sûr. C'est le sujet qui revient assez souvent sur la table. Et je sais que c'est assez challenging pour les managers aujourd'hui. Ouais. Écoute, c'est très challenging, mais j'ai quand même, entre guillemets, cette jeune génération de jeunes adultes entre 25 et 30 ans.
on peut ne pas vouloir travailler jusqu'à minuit ou partir en week-end, mais tout en étant hyper pro et hyper impliqué dans sa mission sur le temps imparti, en fait. Enfin, moi, j'ai des équipes où, effectivement, elles vont partir en week-end ou elles vont partir à 18h pétantes, entre guillemets, mais pour autant... Sur la période où elles sont au bureau, elles sont archi méga impliquées, elles vont adorer la marque. Enfin, je pense à elles parce que c'est vrai que les équipes au bureau sont plutôt féminines. Vous êtes combien, quand vous dites féminine, sur vos 200 collaborateurs, il y a combien de pourcentage d'hommes et de femmes ? Au siège, on est, je pense, 30 femmes et 5 hommes. Mais après, en boutique, c'est très mix. Okay. Mais en boutique, bon, ils font leurs horaires, donc a priori, il n'y a pas de raison de dépasser, etc. C'est plus formel. Mais c'est plutôt au siège, ok. C'est plutôt au siège où finalement, il faut donner cette envie. Mais moi, je trouve que, au contraire, ils sont hyper engagés. Ils adorent, justement, ils aiment travailler pour Kujten. En fait, les jeunes générations, elles vont choisir une société plutôt qu'une autre parce qu'elles vont se reconnaître dans les valeurs, je trouve. Donc ça, déjà, c'est positif. Ils ne viennent pas que pour un salaire. Donc déjà, les personnes qui viennent travailler chez Kujten, c'est qu'elles se reconnaissent dans les valeurs qu'on propose. Donc ça, c'est déjà un super plus. Donc quand je dis il faut avoir l'esprit d'équipe, elles l'ont. Après, franchement, moi, pour avoir justement vécu cette pression, on n'est pas non plus des acharnés. Enfin, quand le travail est fait, moi, au contraire, je suis super cool. Si le travail est fait, si quelqu'un veut partir à 3 heures, c'est pas grave. Alors, on n'est pas non plus start-up. Moi, je suis anti-télétravail. Pas de télétravail chez Kujten. Il n'y a pas de télétravail Zéro, chez vous ? Rien. Alors ça, c'est d'entrée. Et ça vous m'empêche d'embaucher. Oui. Alors, de moins en moins, puisque quand même, il y en a beaucoup j'étais précurseuse. il y a quand même beaucoup de sociétés qui enlèvent le télétravail. Et moi, c'est même pas une question de confiance en mode, ouais, c'est ça, t'es en télétravail, mais en fait, fais autre chose. C'est quand je te parle d'esprit d'équipe, pour moi, c'est primordial. Je veux dire, on est une petite société, on est 30 au siège, tout le monde se parle, la com, le style, le marketing, la compta, la RH, etc. On doit tous se connaître, tous se voir. Moi, franchement, mais je ne comprends pas comment des sociétés où il y avait 2-3 jours de télétravail peut créer finalement cet esprit et que tu as envie de te donner à fond pour ta boîte. Donc, c'est vrai que moi, d'office, j'ai dit pas de télétravail. On a vraiment eu du mal à embaucher sortie du Covid parce que vraiment, c'était vraiment le mois plus difficile. Mais maintenant, tout le monde en revient. Et je pense que les gens, ils sont très contents de venir au bureau. En plus, on a des super bureaux à Concorde et tout. Donc, en plus, on a un emplacement sympa. Le siège était à Concorde ? Rue Boissy-d'Anglas, oui, exactement. Paris 8e. Donc, voilà, c'est pas à la Défense ou je sais pas où. Donc, on a un cadre de travail génial. Il y a plein de petits cafés, etc. En bas pour déjeuner. Donc, le cadre de travail est sympa. On a fait au moins en sorte qu'ils viennent au bureau, les équipes... Moi, quand j'embauche, je vais vérifier que la personne a un caractère qui pourrait s'entendre avec tout le monde. Donc ça, c'est important. Donc finalement, je crois que tout le monde est plutôt content de venir au travail. Quel a été le jour le plus inconfortable de ta vie de dirigeante ? Inconfortable ? Alors là, tu me poses une colle parce que pour le moment, comme ça se passe plutôt pas mal, j'ai pas eu à annoncer des catastrophes à mes banques, mes actionnaires ou quoi. Mais bon, licencier un employé, c'est toujours très inconfortable. C'est toi qui le fais ? Alors, quand c'est des vendeurs ou vraiment c'est un décision, peu bas, c'est pas moi, pas c'est ma décision. Mais c'est vrai que, par exemple, ma DG que j'adore, souvent, je lui dis non, mais ça, on peut pas la garder. Alors, elle me dit, ah ouais, mais c'est trop facile pour toi parce qu'après, c'est moi et tout. Donc, c'est vrai que c'est plutôt elle qui passe le quart d'heure difficile. Maintenant, ça m'est déjà arrivé de devoir me séparer d'un collaborateur. Et c'est vrai que c'est très difficile. En fait, quand les gens pleurent et tout, c'est super. Ça fait de la peine, en fait. On est des humains. Après, comme tu dis, il y a des considérations de performance, est-ce que ça fit ou pas avec le poste. Bon, c'est la vie, hein. Mais bon, c'est clair que c'est vraiment pas un moment agréable à passer. C'est toujours très difficile. Et puis, je suis quand même très émotive, donc ça m'émeut et tout. Donc, difficile. Mais bon. Des décisions difficiles, mais tu les prends quand même. Ah bah oui, il faut les prendre, hein, de toute manière. Qu'est-ce qui t'a fait perdre le sommeil au moment où Kujten explosait ? Explose encore ? Bah écoute, le Covid, ça m'a fait perdre le sommeil. Tous les aléas de la vie d'une entreprise. Mais bon, d'une manière générale, j'ai les nerfs assez solides. Hein. J'ai vécu les subprimes, les faillites, les Lehman et les machins. Donc, honnêtement, pour me faire perdre le sommeil, c'est plus des choses personnelles qui me feraient perdre le sommeil que professionnel. Que professionnel, exactement. Donc, tu es très impliquée dans les détails de la marque depuis 2019. Tu penses qu'un jour, Kujten pourrait tourner sans toi ? C'est-à-dire, si un jour tu te dis, là, j'ai envie de prendre du recul, tu penses que ça pourrait tourner sans toi ? Bah, j'espère.
L'idée, Tu penses que c'est possible ou pas encore? Est-ce que Là, aujourd'hui, je pense pas parce qu'il y a mon empreinte. Mais après, je pense que oui, plus ça grandira, plus finalement, il y aura de N+1, plus 2, plus 3 entre moi et le reste. Et puis finalement, je pense que oui, effectivement, l'idée, c'est que... Enfin, c'est pas du tout d'actualité, mais j'espère que Kuchten n'est pas emprisonné à moi et vice-versa. Ce sera un enfant, un adulte indépendant. Qu'est-ce que tu voudrais voir perdurer à tout prix, justement, si tu prenais du recul? Je pense que l'authenticité de la marque, finalement, voilà, ce côté... alors, c'est vrai qu'on incarne énormément la marque, Steph et moi, mais voilà, même si c'est plus nous qui l'incarnons, l'authenticité, le fait que ce soit une love brand, où finalement, les clients ont l'impression qu'on les respecte par la qualité, par le prix, par la façon dont ils sont reçus en boutique, j'aimerais que ça perdure, effectivement. Mon excellence. Qu'elle perdure. Exactement. Qu'est-ce que tu apprends encore sur toi chaque année? Je veux dire, en 13 ans... non, plus, un peu plus. Non, 13 ans. 13 ans. Ouais, tu es passé de 0 à 50 boutiques. Quelle est la qualité que tu as dû développer le plus? Je te dis, le côté humain. Côté humain? Ouais. C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille. Je me tourne la langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. D'être moins direct? Ouais, voilà, ce côté qu'on avait dans la finance. Où on est pressé parce qu'on est très pressé. A priori, on s'adresse à des gens qui sont super high level et quand on dit une chose une fois, on ne nous le répète pas 2 fois en général. Enfin, en tout cas, quand on reçoit un ordre, si on le fait mal, on reste pas. Donc c'est vrai que moi, j'avais un peu ce truc à dire, moi je l'ai dit une fois, si elle n'a pas compris, tant pis. Voilà, je suis beaucoup moins... beaucoup moins direct, je prends beaucoup plus de tact, je vais moins m'adresser finalement aux équipes de vente où elles peuvent... je me rendais pas compte finalement qu'elles étaient effrayées par moi, par la patronne. En fait, moi, je leur parlais comme normal, et c'est vrai qu'on m'a dit, mais Carole, en fait, t'es la patronne, dès que tu leur fais un petit remarque ou un truc, elles ont peur, elles vont mal le prendre et tout. Donc, c'est vrai que finalement, ça, j'ai vraiment appris à prendre du recul, voilà, à laisser les autres parler à ma place. Quand tu dis prendre du recul, est-ce que ça veut dire que toi, tu as développé cette compétence, ou est-ce que justement tu te dis c'est pas moi qui vais le faire, je vais juste m'entourer d'une personne qui moi je me suis entourée, je me suis mis des garde-fous, effectivement, qui sauront faire mieux que toi pour pas parce que j'imagine que t'as pas du tout envie de blesser qui que ce soit. Exactement. Voilà, c'est parce qu'on a tendance à l'oublier quand on voit quelqu'un qui parle assez moi je suis un peu là-dedans aussi, d'être un peu direct. L'objectif n'est absolument pas de vexer l'autre. Contrairement à ce que beaucoup prédisaient, je pense que votre chiffre d'affaires il reste majoritairement en boutique? Exactement, oui. C'est quoi? C'est 60-40? On est, non même plus, on est à 70% boutique. Et 30%... 15-20% online, et on a une partie B2B, wholesale. Ok, wholesale. Comment tu expliques ce retour du retail? En fait, nous, on s'est toujours construit par le retail. Nous, c'est le contraire. On était un petit peu à la traîne sur le online. On a lancé Kuchten de façon très conventionnelle, nous, boutique par boutique par boutique. On n'est pas du tout digital native, on n'a pas commencé par l'online. Donc finalement, on est resté là-dessus parce que le cachemire, ça doit se toucher. Et comme je t'ai dit, l'expérience en boutique, pour moi, elle est importante, le contact avec le client. Donc, je veux vraiment garder ça. Et effectivement, il y a un regain sur le retail. Ça se voit sur les loyers, sur les fonds de commerce dans les rues où tout le monde veut se mettre, etc. Donc, je pense que c'était une bonne décision du départ, même si effectivement, elle a été plutôt controversée au départ de développer notre retail d'abord. Si on revient au bandana en cachemire, qui est devenu viral sur les réseaux, jusqu'à la rupture de stock, il me semble. Tu peux nous raconter ce moment, un peu comment vous l'avez vécu en interne, parce que j'imagine que vous n'y attendez pas du tout. Bien sûr, écoute, c'est vrai que Steph nous a dit, l'imprimé bandana, il y en a quand même pas mal. Moi, je voudrais faire un petit bandana Hachi au format du bandana. En plus, c'était en même temps qu'une capsule Amérique qu'elle voulait sortir. Donc au début, il était que en blanc. Elle l'avait fait que en blanc. Et c'est vrai que c'est là où j'ai un petit peu apporté ma patte. J'ai dit, attends, mais j'adore. J'ai adoré le proto, en fait, au moment de l'editing. C'est quand on présente la collection, le studio nous présente toutes les pièces. Et moi, ma DG, quelques responsables de boutique vont dire, non, mais ça, on n'aime pas, on va le faire. Ah, ça va cartonner, on le fait beaucoup. Donc elle me présente ce petit bandana que j'ai trouvé extraordinaire. Je dis, mais c'est révolutionnaire. Et c'est moi qui dis, non mais attends, il faut le faire dans plein de couleurs, c'est génial ce truc, on va en faire plein. Donc elle avait pondu une merveille, mais
elle n'était pas consciente de ce que ça allait devenir. Donc là, mon côté plus commercial, j'ai identifié. Donc c'est vrai qu'on l'a produit dans plein de couleurs, mais pas en quantité. Voilà. Et en fait, il y a une ou deux influenceuses qui l'ont posté. Et boum, mais c'est parti à une allure pas possible. Donc l'année d'après, encore plus. Et c'est vrai qu'on est tout le temps en rupture de stock sur ce produit. Et l'année dernière, on est tombé en rupture de stock le 20 décembre, 5 jours avant Noël. Donc on a raté quand même pas mal de ventes. C'était horrible. Mais voilà, c'est devenu viral, comme tu dis. Qu'est-ce que ce succès t'a appris justement sur la viralité et la gestion de la croissance imprévue ? Bah, écoute, sur la viralité, ça m'a appris que tu sais pas d'où ça vient, en fait. Parce que t'aimerais en avoir des succès viraux. Est-ce que tu referais pas les choses différemment ? T'aurais pas pu faire les choses différemment ? Non, j'aurais pas du tout pu faire les choses différemment. Et si je l'avais fait différemment, ça aurait été forcément moins bien. Mais c'est vrai que c'est fou, tu ne sais pas d'où les modes viennent. C'est comme c'est Laboubou, là. Parce qu'à un moment, on voulait faire des trucs pour les Laboubou, mais impossible d'en trouver. Enfin, c'est vraiment fou, cette viralité. Et on aimerait refaire des hits sur d'autres produits. Alors, donc, il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas que vous ne contrôlez pas. C'est pas rationnel et que vous ne contrôlez pas. Ça veut dire si tu devais refaire la même chose avec un nouveau produit, tu as la recette ? Alors, j'ai pas la recette, mais en revanche, je pense que le produit il est toujours, c'est un carton en fait. Donc, par exemple, la cagoule, alors on n'en vend pas autant que les bandanas, mais pareil, on a fait un carton parce qu'on a fait quelque chose de différent en fait. Le bandana, je l'ai senti que ça allait être un carton. Alors, pas à ce point-là, pas encore aujourd'hui, etc. Mais en fait, quand tu vois quelque chose, tu dis « Ah, mais c'est génial en fait, quoi. » C'est, en tant que consommatrice, tu le sais. Alors après, il y a plein de marques, il y a plein de gens qui doivent faire des trucs top, mais effectivement, qui n'ont pas été portés par la bonne personne ou qui n'ont pas les boutiques pour l'exposer. Donc, bien évidemment, il faut quand même un minimum d'argent. Mais je pense que quand le produit du départ, il est quand même super bon, ça part. Et quand tu dis super bon, c'est quoi ? C'est de surprendre avec une évidence ? Bah ouais, parce que le bandana, ça rappelait finalement toute la jeunesse de tout le monde. C'était un petit prix à 95 €, c'est plein de couleurs. Et puis en hiver, tout le monde met un foulard. Donc au lieu d'une écharpe, pourquoi pas un foulard ? Donc finalement, c'était facile. C'était pas cher, c'était sympa, ça parle à tout le monde, c'est un motif sympa. Donc c'est vrai que on a fait sans le savoir une recette, la potion magique en fait. Et c'est positif ça pour Kujten qui justement se positionne en premium avec une expérience client luxe justement de ce bandana finalement qu'on voit porter un peu chez tout le monde, alors que la désirabilité c'est que ça soit rare. Complètement. Alors c'est quand même super positif parce que nous en fait on a des... Alors, primo-accédant, ça fait un peu immobilier de dire ça, mais finalement, la personne va pousser la porte de Kujten pour acheter ce petit bandana. Elle ne va pas du tout connaître la marque ni rien du tout. Elle ne va même pas savoir que c'est du cachemire. Mais justement, nous, notre travail, les équipes de Kujten, c'est de leur, par l'excellence, leur faire découvrir le cachemire, leur faire découvrir nos collections. Donc, on commence par le petit bandana, après on va acheter le plus grand, le Hachiko, le grand frère à 245, etc. Donc, c'est finalement mettre un pied dans l'univers du luxe. Et puis, finalement, en soi, ça paraît pas cher, 95 €, mais c'est cher pour un petit. Les bandanas, ils sont à 15 €, machin. Donc, ça reste quand même cher. Ça reste quand même le petit cadeau de Noël ou le cadeau qu'une petite jeune femme de 18 ans, elle va économiser pour se l'acheter. Ou la petite fille moi, ma fille a 14 ans, ses copines, elles rêvent toutes du bandana pour leur anniversaire, etc. Donc, ça reste du luxe quand même. Et puis, on est tout le temps en rupture de stock. Donc, on a quand même cette désirabilité. Donc, moi, je me rappelle mon professeur après la finance, mon professeur de marketing à HEC, il nous racontait, il rentrait une fois chez Louis Vuitton et il rentrait, il disait, je veux pour l'expérience, je veux un cadeau à 100 €. D'accord. Monsieur, nous n'avons rien à 100 € ici. Il expliquait que c'était important justement d'avoir des produits qui restent accessibles pour ne pas exclure certaines personnes qui peuvent être reconverties après. C'est exactement ça. Zone d'ombre, c'est quelle est ta zone d'ombre, ce trait, donc ça c'est un peu plus coaching, qui te pousse à te dépasser mais qui parfois te dessert. Mon franc-parler. C'est vrai que ça me dessert parce que c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure. Je peux vraiment blesser, mais alors complètement involontairement. Mais c'est vrai que je vais faire un entretien avec une personne ou même avec une amie ou lui dire « Écoute, franchement, nana ». Donc, je vais dire quelque chose que je pense vrai et bienveillant, mais... Là, en fait, je suis toujours fascinée par la susceptibilité des gens, en fait. Qui prennent les choses personnellement ? Ouais, personnellement, ou qui vont mal interpréter ou... être vexée ou susceptible. En fait, comme moi, je suis très franche, inversement, j'accepte les critiques, etc. Mais en fait, j'ai
j'ai compris que les gens ont beaucoup de mal à accepter les critiques ou les remarques ou les conseils finalement. Donc, j'essaye d'en donner le moins en moins en fait, parce que soit je dois pas bien savoir les dire, soit en fait les gens sont pas prêts à les accepter. Et est-ce que ce trait justement t'a servi justement à te dépasser ce franc-parler? La zone d'ombre, c'est que ça te sert beaucoup et te dessert. Alors, ça me sert énormément quand je suis face aux banquiers ou aux actionnaires parce qu'ils aiment justement ce franc-parler. Ils savent qu'ils ont une personne qui est déterminée en face d'eux, etc. Il n'y a pas de langue de bois. Donc oui, en fait, avec mes contreparties, ça se passe bien. Mais dès que c'est plus amical ou dans le cadre professionnel à qui je vais m'adresser, etc., ça passe quand même beaucoup moins. Ouais. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné? D'arrêter Kujten. C'est vrai? Ouais, au début. Enfin, en fait, quand on faisait une levée de fonds, au bout d'1 ou 2 ans de Kujten, on avait rencontré des gens très connus dans le retail, des fonds d'investissement. Ils nous ont dit non, mais ça marchera jamais. Le cachemire, c'est naze, c'est fonctionnel. Les gens, ils veulent acheter un bonnet, donc que ce soit Kujten ou Uniqlo, part au truc, c'est pareil. Donc, ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas cru et qui nous disaient ça va pas marcher. Mais bon. Continuer quand même. Voilà. Si tu devais donner un exercice simple pour développer justement cette exigence, mais qui sert à la créativité, ce serait quoi? Ça peut être une question à se poser, un rituel. Ça peut être à l'heure, par exemple, de commencer, parce qu'on entend aussi pas mal, faites votre lit le matin. Ça serait quoi, par exemple, le premier geste du quotidien qui permettrait de développer justement cette exigence, cette discipline? Être à l'heure, effectivement. Montrer son respect aux gens qui nous entourent en respectant ses engagements horaires ou restauration. Enfin, voilà, pas annuler une heure avant, à la dernière minute. Parce que ça dit beaucoup sur la personne en réalité. Parce qu'être ponctuel, c'est pas juste arriver à l'heure, c'est que ça a un respect et ça donne aussi beaucoup d'informations sur la personne. La personne, si elle est organisée, pas organisée. Comment elle gère son temps. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, merci, Carole. Nadia. On est à 1 heure précise parce génial. que je sais que tu dois partir à 15h et on fait 1 heure, donc on est ponctuel. Je te remercie, Nadia. C'était un plaisir. Pareil pour moi.